Donc Arthur Grimont-Pont, je suis ingénieur, issu d'une spécialité très différente de mon activité d'aujourd'hui. Je me suis spécialisé d'abord dans les travaux publics, et puis est arrivé un jour où j'ai acquis la conviction qu'on avait plus besoin de champs que d'échangeurs autoroutiers. Et il y a 2 ans, j'ai cofondé une association qui s'intéresse à la résilience du système alimentaire, c'est-à-dire à sa capacité à assurer ses fonctions essentielles, nourrir la population, malgré des périodes, des perturbations et des périodes de crise. Une alimentation saine, c'est une alimentation qui permet d'être en bonne santé, mais c'est, disons, évident. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de se poser la question d'avoir accès à une alimentation saine. Et ça regroupe des conditions qui ne seront pas forcément réunies dans les années qui viennent. Ça nécessite en fait d'avoir accès à une sécurité alimentaire, c'est-à-dire que le système alimentaire soit en mesure de fournir une alimentation en quantité suffisante à l'ensemble des habitants d'un territoire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs grandes menaces qui pèsent sur notre système alimentaire, qui remettent complètement en cause la façon dont on produit, dont on transporte et dont on consomme notre alimentation. Donc en fait, on n'aura non seulement pas d'alimentation saine, mais on n'aura pas suffisamment à manger si on ne change pas radicalement le système alimentaire aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a dans l'idée qu'on entend souvent que la France est une grande puissance agricole, sans savoir exactement ce que ça veut dire. Ça sous-entend en fait qu'on exporte plus qu'on importe sur le plan agricole. Néanmoins, on est dépendant d'un grand nombre de facteurs de production en France. Alors si on examine uniquement la balance commerciale, la France est déficitaire dès lors qu'on enlève la catégorie vin et spiritueux, donc on est déficitaire sur le plan commercial. Alors c'est un ouvrage collectif qui a mis à contribution beaucoup de chercheurs, d'acteurs de terrain, d'experts de chaque maillon du système alimentaire. Et l'idée c'était de donner une image la plus transversale, la plus systémique possible du système alimentaire. Donc c'est-à-dire de ce système qui nous nourrit, l'ensemble des activités et des infrastructures qui permettent à une société de s'alimenter. D'autre part, d'expliciter les menaces qui pèsent dessus. Et puis dans une seconde partie, de proposer des voies de résilience, c'est-à-dire des chantiers à mettre en œuvre sur chaque maillon du système alimentaire pour que ce système soit moins vulnérable vis-à-vis des menaces globales. Alors la démarche qu'on a utilisée, c'était une démarche assez itérative avec des collectivités, notamment l'agglo d'Angoulême. Le but était en fait qu'on ne propose pas des moyens d'agir qui soient hors sol ou politiquement inapplicables, mais qui soient très opérationnels au contraire, qui puissent s'appuyer sur les compétences réglementaires dont disposent aujourd'hui les collectivités, sur leurs finances et qui soient politiquement réalistes aussi. Ouais. Alors, on prend en compte 5 ou 6 grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre système alimentaire et qui pèsent sur différents maillons. Parfois, c'est plutôt sur la production alimentaire, parfois plutôt sur la transformation, sur la distribution. Les principales menaces qu'on prend en compte, il y a celles qui sont plutôt de nature exogène, c'est-à-dire qui s'imposent en dehors du système au système lui-même, donc le changement climatique, qui va par exemple favoriser l'augmentation des sécheresses de façon assez inexorable au cours des décennies qui viennent, et qui va faire décroître les rendements agricoles. Il y a la raréfaction des énergies fossiles. Alors aujourd'hui, le système alimentaire, c'est son sang, le pétrole. Il y a un balai incessant de camions qui approvisionnent les grandes surfaces. Et puis nous-mêmes, en tant que consommateurs, on voyage parfois, je crois qu'en moyenne, c'est 80 km qui sont parcourus par un foyer de 3 personnes pour s'alimenter chaque semaine.
Donc c'est des distances considérables. Et aujourd'hui, on va faire face à une contraction de l'offre pétrolière et une contraction d'autres ressources fossiles. Donc tu parles du phosphate et de minerais. En général, le pic de production de ces types de matériaux dépend également de l'énergie dont on dispose pour aller les extraire. Il y a effectivement des dépendances importantes vis-à-vis de certains de ces nutriments. Et un autre type de menace, c'est le déclin, ou on peut appeler même l'effondrement de la biodiversité, notamment celui du monde des insectes, qui est très important dans le domaine de la production agricole. Les insectes assurent une pollinisation d'à peu près les 3/4 des plantes qu'on cultive sur Terre, représentant 1/3 de la masse produite. Et ils assurent aussi plein d'autres services écosystémiques, comme l'entretien de la fertilité des sols, la régulation des maladies, des agresseurs et tout ça. Donc on peut imaginer qu'avec le déclin brutal des populations d'insectes auxquelles on assiste, on va remettre en cause, mettre en danger une partie de la production alimentaire. Et ensuite, il y a des menaces qui sont plutôt propres à l'organisation du système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc il y a des choix de société, le fait qu'il y ait un agriculteur pour 99 consommateurs, le fait qu'on artificialise très rapidement nos sols, le fait qu'on soit probablement subi dans les années qui viennent à une récession économique importante et qui ne pèsera probablement pas de la même façon sur toutes les catégories de revenus. Donc une précarisation importante de certaines catégories de la population. Alors il y a un très grand nombre d'exemples qui sont cités et illustrés dans le rapport qu'on a publié. Qui est téléchargeable gratuitement, je le dis pour nos auditeurs. Donc voilà, vous pouvez aller sur résiliencealimentaire.org et le rapport est en Creative Commons. Son but, c'est d'être diffusé le plus largement possible. Vous pouvez aussi commander une édition papier si vous le souhaitez. Et parmi ces voies de résilience, en fait, elles s'adressent chacune à une partie du système alimentaire. Il y a un grand nombre de leviers, donc c'est difficile d'en choisir certains. On peut citer un exemple qui, justement, joue sur plusieurs leviers. C'est la construction d'un marché d'intérêt local. Donc c'est l'équivalent d'un marché de gros, mais qui s'adresse à une échelle plutôt départementale, voire plus petite. Donc il y a plusieurs collectivités qui se penchent aujourd'hui sur la construction de ce type de marché, et ça permet de mettre en commun des activités de logistique, de référencement, d'inventaire et tout ça qui peuvent être très chronophages, pour permettre aux restaurateurs, aux cantines d'un territoire de s'approvisionner en local, mais sans tout ce boulot de sourcing qui parfois prend beaucoup de temps. Donc en fait de massifier un peu les circuits alimentaires locaux. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est la création d'une filière de panification avec de la farine locale. Donc convertir des agriculteurs qui font des grandes cultures, par exemple à destination de l'alimentation animale, pour les inciter à cultiver du blé, les mettre en relation avec des minoteries locales qui, quand elles sont de petite dimension, en général sont en difficulté économique, donc ça permet de leur trouver directement des fournisseurs, et mettre tout ça en relation avec une filière de pain de qualité et approvisionner les boulangeries du territoire avec ce pain. Donc ça permet d'instaurer un cahier des charges sur le type de production, donc d'agir sur les modes de production. Ça permet d'agir sur le type de production agricole, c'est-à-dire qu'on fait pousser du blé plutôt que du maïs ou une culture inutile pour l'alimentation humaine. Ça permet d'agir sur les infrastructures de transformation, en favorisant le maintien d'un tissu de moulin, par exemple. Et ça permet de favoriser tout simplement la fabrication d'un pain de bonne qualité qui est un aliment tellement symbolique dans notre culture que c'est intéressant de prendre cet exemple-là. Donc j'ai été bénévole en effet pour le Shift Project. Je suis toujours adhérent, mais je n'ai pas eu l'occasion de travailler bénévolement ces derniers temps avec cette organisation. Donc je faisais partie des Shifters, qui est le groupe de bénévoles du Shift, qui réunit aujourd'hui, je crois, 5000 personnes. Et quand j'y étais, on était une cinquantaine ou une centaine tout au plus. Donc ça a très fortement augmenté, ce qui témoigne peut-être d'un intérêt important notamment de jeunes ingénieurs, parce qu'ils sont largement surreprésentés, je trouve, parmi les shifters, donc d'un intérêt de cette population pour des problématiques d'ordre énergétique et climatique. J'ai trouvé qu'ils ont un mode de fonctionnement très ouvert, très accueillant,
et une audience qui est finalement assez efficace. Quand on s'impliquait bénévolement chez eux, ce qui était super, c'est qu'en réfléchissant en détail à un sujet, on nous donnait un crédit important pour y consacrer du temps et donner de la visibilité à ce qu'on produisait. Puis c'est aussi là que j'ai rencontré tout un tas de personnes passionnantes, dont Félix, avec qui j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance. Il y a des sources d'incertitude beaucoup trop importantes pour se permettre d'ériger un seul scénario et de dire que c'est celui-là qui est le plus probable. Et dans l'association, on a justement travaillé sur un travail de prospective où on a essayé d'établir 4 scénarios qui soient tous plausibles, mais très contrastés sur ce que pourrait devenir le système alimentaire français. Donc c'est pas du tout mon travail, c'est un travail qui a été mené pendant 2 demi-journées avec tous les bénévoles présents de l'association. Et voilà, ça nous plonge dans 4 contextes qui sont assez radicalement différents, avec des situations très très différentes aussi sur le plan de la souhaitabilité, de la santé, de la sécurité publique. Et si vous voulez suivre ce qu'il en sort, ce sera publié prochainement sur notre site, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être tenu informé. Très bien. Et je te remercie grandement Arthur pour le temps que tu nous as accordé, et puis je te souhaite une très belle continuation et je te dis à bientôt. Merci beaucoup à vous, à bientôt.